Bonjour et bienvenue à Creux les lignes, la podcast où on parle tatou mais pas que. Aujourd'hui mon invitée est Emma. Bienvenue. Du coup, je m'appelle Emma, j'ai 23 ans et ça fait 3 ans que je fais du tatou. That's it. Ouais, j'ai commencé à faire du tatou à l'école, comme une vraie scratcheuse. D'habitude je suis très préparée. Là Ok. j'ai pas trop regardé ton compte, je t'avoue. That's okay. Donc si tu veux, on peut commencer à nouveau segment sur ce podcast où je regarde ton feed, mais En devant même toi. temps, Si ça te stresse, tu peux non, me le ça dire. va. Non, en vrai, c'est cool. Après, si tu veux plus de détails aussi, parce que justement, c'est trop marrant, mais au mois de janvier, j'étais en pleine transition en termes taf, etc. Et j'étais un peu en train de me remettre en question sur le tatou, genre qu'est-ce que je fais de mon compte, où est-ce que je veux aller, est-ce que je reste dans dans la même technique de tatouage, etc. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais sur mon compte qui étaient plus du fait de... je le faisais parce que je maîtrisais ça, tu vois. Mais pas parce que en vrai ça me faisait kiffer en termes de design ou de technique. J'ai eu un gros moment de réflexion où je me suis dit mais en fait qu'est-ce que j'ai envie de faire genre dans le tatou. Et en fait en réfléchissant, je me suis un peu fait une introspective de moi-même de qu'est-ce qui me passionne dans l'art de manière générale, qu'est-ce qui me fait vibrer et tout. Je me suis grave remise en question sur refaire mon compte à zéro et repartir sur des bases d'ornement. Parce qu'il faut savoir que je suis très très fan de l'art nouveau. C'est un peu une période que je kiffe en termes de design, etc., début du graphisme, etc. J'ai fait des études de graphiste. J'aime beaucoup, tu vois, par exemple, je sais pas si tu vois, mais sur les façades des bâtiments, souvent, tu sais, t'as des petits ornements qui sont dessinés sur les portes ou sur les balcons, etc. Et ça, bah, je m'en inspire de ouf. Et je me suis dit, mais ce serait trop cool de faire des pièces inspirées de ce genre de détails, de mouvements, mais un peu fat, un peu grosses et bien noires, potentiellement avec une technique ajoutée. Je ne dirai pas plus parce que ça sortira du coup sur mon compte. Et du coup, j'avais envie de refaire tout mon compte à zéro. Et c'est pour ça que je me suis mis une pression quand on s'est parlé et que tu m'as dit, ouais, let's go, on y va et tout. J'étais un peu en mode, oh non, est-ce qu'il va falloir que je refasse tout mon compte avant qu'on fasse le podcast ou pas et tout. Et j'étais grave stressée. Mais du coup, ouais, en vrai de vrai, je fais beaucoup de minimalisme. Quand on voit beaucoup de corps de femmes aussi, parce que c'est un truc que j'ai toujours kiffé dessiner. Mais plus le temps passe et plus je pars sur quelque chose qui est plus ornemental, je sais pas comment dire, plus esthétique, peut-être moins symbolique, parce que j'aime beaucoup les symboles aussi. Et du coup, ouais, j'ai envie de partir sur des trucs avec des grosses pièces, des trucs qui remplissent beaucoup le corps, des membres à part entière, peut-être avec plus de détails aussi, des trucs avec des grosses lignes. Donc là, ça va pas du tout être la même chose. Mais après, on peut quand même parler de ce que je fais maintenant. De toute façon, ce qui est beau avec avoir un podcast et être organisé comme moi, c'est que ça va sortir un peu plus tard qu'on a enregistré. Normal. Donc là, on va regarder le feed et si ça se trouve, quand ça va sortir, ton Rien feed à sera voir. tout beau. Exactement. Je vais essayer de retrouver le premier tatouage que j'ai vu de toi. Ouais. Effectivement, il y a beaucoup de corps de femmes. Mais j'aime bien l'effet que tes traits soient plus épais. Parce que j'ai l'impression que ce style de tatouage, je le vois plus en fine line. Ouais, beaucoup, beaucoup. Et c'est même des fois un peu énervant parce que tu sais, je reçois des messages de gens qui m'envoient genre des tatous de d'autres comptes, de gens qui font de la grosse fine line, enfin de la vraie fine line. Et ils me disent, est-ce que tu peux me faire ce dessin, mais comme ça, dans ce style-là? Et je suis en mode, bah non. Bah non, parce que je ne fais pas vraiment de l'extra fine line, tu vois. C'est une ligne qui est vraiment médium, donc non, tu vois, c'est très gênant, très énervant. En plus, t'es en mode, c'est deux techniques complètement Mais tellement. différentes. Tu penses que j'ai juste changé d'aiguille et après ça va être... C'est comme C'est si ça. t'avais un crayon, tu vois, genre... Juste tu passes plus fin. C'est ça. En fait, au lieu de prendre un feutre, tu peux prendre un stylo bille. Bah non, parce que moi je dessine avec un feutre. Enfin, Pas du tout la même c'est chose. ça. Ah oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est quoi Ouais. le premier truc que j'ai vu de toi? Je suis sûre que ça devait être un corps de femme. Parce que moi, c'est des choses que j'aime beaucoup aussi. Ok. Et ben, je pense que c'est lui, c'était le réel, avec le Ouais. serpent. Grosse séance tatou qui a été incroyable. C'était un projet d'ailleurs d'une fille qui revenait souvent chez moi, bah, avec qui limite on s'était fait copine tellement elle revenait tout le temps, elle m'avait ramené ses potes et tout. Enfin, c'était vraiment des grosses séances que je kiffais bien. Faut savoir que moi en séance je parle énormément, hein. Souvent les gens me disent ça va durer combien de temps? Je leur dis ouais 1 heure et demie, un truc comme ça. Et en fait ça dure littéralement genre 3 heures. Enfin j'ai déjà eu des rendez-vous qui duraient toute l'après-midi, on s'est posé, on a bu un café, on a bouffé ensemble tellement c'était long. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup discuter avec les gens et surtout quand j'accroche, tu vois, comme ce que je te disais tout à l'heure, je suis pas du tout quelqu'un des réseaux sociaux. Je peux paraître très froide quand on me prend rendez-vous ou quand on me pose des questions et tout. Parce que je maîtrise pas du tout l'art de discuter via des messages
Mais à l'inverse, je sais qu'en rendez-vous tatou, des fois, quand j'ai des rendez-vous qui accrochent super bien, c'est trop cool. On parle de tout, de rien, et ça part en thérapie, tu vois. Des fois, on parle dans des trucs hyper deep, et c'est trop cool. Et j'aime bien cet effet de... quand je sais qu'il y a des grosses séances qui arrivent, tu sais, je prépare un peu le terrain en mode, bon, prévois une tenue où tu vas être à l'aise, prépare-toi psychologiquement parce que ça va être très long, on va discuter, on va faire des pauses et tout et tout. Et justement, le double serpent, c'était un concours que j'avais fait il y a très longtemps. J'avais fait gagner un projet ou un flash gratuit. Et en fait, quand cette fille m'avait contactée, au départ, elle m'avait demandé le projet et j'étais en mode, en vrai, là, c'est pas du tout rentable, il est genre giga balèze. Et après, je me suis dit, ouais, mais en vrai, j'ai envie de me faire kiffer. Genre, j'ai vraiment envie de me faire kiffer, le projet m'avait grave parlé et en fait, j'ai passé peut-être 1 ou 2 semaines à dessiner le truc. Au bout de la 2e semaine, je lui envoie un masse de propositions et elle me dit ok, celui-là il est parfait. Et là, je la fais venir genre à 11h30 et on termine le rendez-vous, il est genre 20h30. Parce qu'en fait, la séance a été très longue pour moi parce que j'étais debout, que j'avais mal au dos, donc on a fait beaucoup de pauses. Et puis pareil pour elle, genre c'était très dur à encaisser la séance complète. Et au départ, je lui avais proposé, est-ce que tu veux qu'on espace, on fait une pause, tu reviens plus tard, etc. Et en fait, elle me disait non parce qu'en fait, c'est tellement douloureux que je sais que si on s'arrête, je reviendrai pas. Et du coup, j'ai dit ok, bon, on va tout faire one shot. Et on a tout fait d'un coup. Et ça a été une warrior, dédicace à elle si jamais elle écoutera le podcast, parce que ça a été un de mes rendez-vous préférés. C'est d'ailleurs pour ça qu'après elle est revenue plein de fois avec des copines et tout. Et c'était trop bien, on a passé 10 heures dans mon petit studio à l'époque chez mes parents. Parce que j'avais fait en fait un studio chez mes darons où on avait une pièce qui servait à rien. Du coup, avec mon père, on avait fait max de travaux, on avait tout retapé, du sol au plafond. On avait mis un sol, il n'y avait pas de sol. Il n'y avait pas de toit, genre on avait refait le plafond, le toit, les murs. Et du coup, dans mon petit studio de 10 mètres carrés, on avait passé toute l'après-midi, j'avais fait un max de rush, de vidéos, c'était trop marrant, trop bien. Elle était au bout de sa vie, mais à la fin, elle était trop contente. Le truc qui m'a été le plus gratifiant après la séance, c'est qu'elle est revenue genre 2 mois après avec une copine à elle pour que sa copine se fasse tatouer. Et en fait, elle me dit ah d'ailleurs mon tatou il va super bien. Et là, elle lève son t-shirt et son tatou est genre impeccable, il y a pas une retouche à faire. Du coup, j'étais en mode oh, mais est-ce que tu te rends compte qu'on a souffert mais pour une beauté pareille. Et c'était trop bien parce on était toutes les deux hyper satisfaites et je trouve que ça c'est aussi hyper gratifiant quand tu fais un travail d'artisanat. C'est déjà le contact avec la personne et en plus c'est le fait de bah t'as sué, la personne aussi a sué, mais en même temps c'est cool, on est tous contents, tu vois, d'avoir fait ça. Du coup, j'aime bien cette notion-là du tatou. Je trouve que c'est hyper humain. Et c'est pour ça que des fois, je trouve ça un peu dommage quand il y a des rendez-vous. Alors, je critique pas du tout, ça m'est déjà arrivé de moi-même être tatouée et de pas parler parce que je me sens pas de parler. Mais tu sais, des fois, il y a des rendez-vous, c'est un peu. Pas tristoun, mais j'ai envie d'être en mode bah alors, viens, on fait la discussion. Et des fois, ça sort pas, ce qui est totalement compréhensible. Quand je sors du rendez-vous, je suis en mode bon, bah la prochaine fois qu'on se reverra, j'espère qu'on fera plus ample connaissance et tout. Mais ouais, j'aime beaucoup cette dimension humaine en fait du tatou parce que je me dis les gens me donnent un petit peu de leur corps pour que j'y mette un truc à vie dessus. Je sais pas, il y a une responsabilité derrière. Ça, je me sens un peu comme Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et j'aime bien cette dimension-là aussi. Je trouve que c'est important. C'est une bonne, Une bonne ref. une bonne ref, une bonne quote à sortir à chaque fois. Ouais, grave. Grave. Mais je sais pas si toi tu trouves ça aussi important parce que même dans le choix de ces tatoueuses, que ce soit pour leur, enfin le style avant tout bien évidemment, hyper important, mais aussi le feeling que tu peux avoir parce que moi j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences avant d'être tatoueuse. J'ai eu de très mauvaises expériences avec des tatoueuses et en fait ça m'a aussi beaucoup fait prendre des pincettes avant de me lancer dedans. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps aussi à ouvrir un compte et prendre des rendez-vous. Des fois je pouvais être un peu chiante dans le truc de tu vas bien, est-ce que ça va, et si tu veux on peut refaire, on peut reposer, on peut retester, réécrire, enfin bref. J'étais un peu très, comment dire, je sais pas comment dire, j'étais très impliquée Ouais. dans le fait que les gens devaient se sentir à l'aise et être sûrs à 100%. Et par moments, ouais, j'avais un peu trop ce truc de est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Comme si je m'inquiétais pour eux. Parce qu'en fait, j'avais tellement pas envie qu'ils aient ce sentiment que moi j'ai pu avoir en étant tatouée par des gens qui n'ont pas été respectueux vis-à-vis de moi, que j'ai trop besoin de savoir que ça va, tu vois. Souvent, le verbaliser, bah, c'est le mieux, tu vois. Qu'on me dise oui, oui, non, ça va, tout va bien, la séance, ça va, je me sens à l'aise. Mais ouais, je trouve ça important. Moi, j'aime bien aussi taper la discute parce que je pense qu'on est toutes les deux très bavardes et on parle très vite. Oui. Incroyable. Le montage, parfois quand je fais du montage, après je me dis oh, mais la vitesse des mots. Tu veux que je parle plus lentement? Pas du tout. En fait, j'aime bien que chaque épisode reflète un peu la personne. Et si tu parles vite, mais c'est pas grave. Ok.
Je sache juste que moi, en train de couper les parties Tu où vas je suer. vais être en mode ah. Mais c'est pas grave, parce que j'aime bien aussi avoir ce petit, comme t'as dit, la touche personnelle, mais j'aime bien la touche personnelle de chacun. C'est pour ça que c'est assez ouvert, c'est super chill. Et j'aime bien aussi quand je me fais tatouer, oui, bien sûr, le style avant tout, mais j'aime bien aussi la vibe de la personne. Et moi, j'ai eu la chance de jamais avoir eu d'expérience désagréable. Parce que parfois j'écoute des histoires et je suis en mode oh, ça a pas l'air d'être quelque chose que j'ai envie d'expériencer. Grave. Mais c'est sûr qu'il y a des fois où je me suis fait tatouer par des gens où ça m'a donné envie de revenir, mais vraiment juste pour retaper la discute et tout. Et à un moment, je me faisais des tatouages, mais en deux, tu vois. Premier tatouage chez la personne et le deuxième parce qu'on avait tellement bien discuté et tout. Grave. Et que le style me m'allait bien et que je savais que cette personne était hyper safe et que j'avais envie de me faire tatouer à un rythme hyper rapide. Ouais. Là, cette année, je suis beaucoup plus calme Ouais. sur mes tatouages. J'ai dit ça, mais après, il y a une personne qui m'a dit tu t'en as fait combien? J'étais en mode 6. Pour moi, c'est calme. Ça va. Ouais. Après, je sais plus les chiffres parce que je compte pas très bien. Mais c'est sûr que moi, je pense que c'est mieux de toujours être dans la sur-demande. Parce que c'est pas chiant quelqu'un qui te demande si ça va bien. C'est jamais chiant. Par contre, c'est beaucoup plus chiant quelqu'un qui te demande pas si ça va bien. Bah, clairement. Ouais. C'est chaud de trouver un peu les red flags et les green flags. Il y a des gens qui tatouent. Surtout quand ta seule plateforme, bah, c'est ton compte Instagram. Clairement. Qui reflète pas du tout la personne. Parce que ça reflète à quel point tu peux faire des flashs et des belles photos pour Instagram, à quel point tu fais des reels qui marchent et qui cartonnent, à quel point toi tu manies la partie commerciale. C'est ça. La partie humaine, bah ça marche pas comme ça, quoi. Ouais, totalement. C'est aussi le côté un peu extrême des réseaux sociaux. C'est comme tu dis, c'est une façade. Donc en fait, il y a des gens, tu vas dire « Ah, mais ils ont l'air super cool et tout ». Et en fait, pas du tout. Je sais que ça a été trop marrant, sans balancer aucun mot, parce qu'on n'est pas du tout là pour faire du call-out. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience avec quelqu'un dans le monde du tatou. Et plusieurs mois après, j'ai une cliente qui arrive et tout pour un matching. Les deux meufs sont incroyables, on se tape des grosses barres et tout. Puis je sais plus comment on en vient, on parle comme ça de tout et de rien. Et là, elle me lève son t-shirt, elle me dit « Ouais, est-ce que tu penses que tu pourrais me le retoucher et tout ?» en me montrant un de ses tatous. Et je vois que son tatou a genre un peu blowout, tu vois, donc il a diffusé parce qu'il a été surpiqué, etc. Elle me dit « Ouais, je sais pas trop quoi en penser. En fait, il a mal cicatrisé et apparemment c'est parce que j'ai pris beaucoup de poids d'un coup, etc. » Et là, je la regarde et je lui dis « Mais qui t'a dit ça, genre ?» Et là, elle me sort le nom de la personne chez qui j'étais partie me faire tatouer, chez qui ça s'était pas très bien passé. Et donc là, je me liquifie sur place et je lui dis « Bah, je suis désolée, mais non, c'est pas vrai. » Du coup, on entame une grosse conversation de pourquoi c'est pas vrai et pourquoi ça se fait pas de dire ça. Je lui explique aussi mon expérience perso où je lui ai dit tu sais, moi il m'arrivait pas un truc similaire, mais il m'arrivait ça avec cette personne et tout. Et là, on commence à débattre et elle me dit mais waouh, je suis choquée parce que justement, elle était partie chez cette personne parce que sur son compte Insta, mais incroyable. Et puis aussi, elle a connu des gens autour d'elle qui étaient partis et avec qui ça s'était super bien passé. Et moi, pareil, à la base, on me l'avait vendu en mode « Ouais, tu verras, c'est trop cool, les séances, elles sont incroyables, les tatous sont nickel. » Mon tatouage était nickel, mais elle, non. Mais moi, j'ai eu une mauvaise expérience et elle, en fait, elle a eu une mauvaise expérience parce que la personne s'est permise de lui dire « Tu es grosse et c'est à cause de ça que ton tatou est moche. » Mais c'est incroyable d'être aussi violent et aussi... je suis désolée du terme, mais c'est du foutage de gueule. Enfin, c'est irrespectueux. Clairement. C'est n'importe quoi. Et du coup, on avait parlé de ça et tout. Et en fait, j'étais à la fois contente de me dire « Ah ouais, donc je suis pas la seule. » Et en même temps triste de me dire « Putain, mais en fait, cette personne continue. » Et va continuer, en fait, à avoir des comportements pareils. Du coup, il y a des moments quand on est dans des safe places, on est un peu dans le truc de « Ah, toi aussi, t'as eu une mauvaise expérience avec cette personne? Ok, nickel. Bah voilà, on sait quoi en penser. » Et à l'inverse, t'as ce truc où des fois, t'es un peu en mode « Bah c'est dommage parce que... » Moi, la toute première mauvaise expérience, et ça a été une expérience qui a été mauvaise de A à Z, la personne m'a été recommandée par un ami très proche à moi, qui m'avait dit « Non, mais je te jure, incroyable, le tatou est nickel et tout. » Et moi, j'y suis allée et ça a été, mais genre, un rendez-vous de l'enfer. Et heureusement que j'ai été accompagnée, parce que je me dis que si j'avais été toute seule, ça aurait été peut-être pire. Mais le fait d'avoir été accompagnée, ça m'a un petit peu aidée. Et c'est un peu hypocrite ce que je veux dire, mais je dis ça alors que moi-même, j'autorise pas les accompagnants pendant mes rendez-vous parce que déjà de 1, j'ai pas forcément l'espace d'accueillir beaucoup de monde et de 2, parce que de manière générale, j'ai tendance à être plus concentrée et plus à l'aise si je suis juste avec la personne avec qui j'échange l'action que s'il y a du monde autour. Après, quand c'est des matchings, etc., bien évidemment, il y a exception à la règle. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver l'entre-deux, encore une fois, parce que je comprends ce truc de que tu as vécu une mauvaise expérience, après c'est dur d'y retourner. Et moi, je sais qu'après ces 2 mauvaises expériences-là, j'ai mis beaucoup de temps à aller me refaire tatouer chez des gens que je connaissais pas.
parce que j'avais ce truc de ok, je vais devoir y aller là toute seule, donc comment ça va se passer, etc. Et en fait, c'est con, mais j'ai beaucoup plus espacé après mes tatous. Parce que moi aussi, les premières années, comme toi, j'ai enchaîné genre les 15 tatous en une année. J'étais en mode, mes tatouages, j'avais même pas fini de cicatriser, je continuais à en faire plein. Et en fait, après, je me dis, bon, déjà, on va se calmer. Et puis, on va aussi un peu réfléchir à qui on choisit, à qui on a envie de donner de l'argent, à qui on a envie de faire évoluer le travail et on a envie de supporter aussi son taf. Et en fait, ça m'a fait découvrir des tatoueuses qui étaient beaucoup plus dans mon délire. Et aujourd'hui, j'ai des tatoueurs ou des tatoueuses qui sont genre vraiment mes artistes attitrés. Et c'est trop cool parce que du coup, je retourne que chez eux. Et en fait, c'est que des moments de pur plaisir. Je suis désolée pour ta première expérience, ça devait pas être très agréable. Je suis désolée, mais c'est quoi cette personne qui dit t'as grossi donc c'est pour ça? Ça se fait pas du tout, de un, de dire ça, de deux, tellement pas vrai, de trois, c'est pas ta place. En plus, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, les tatouages, si tu grossis, ça fait un truc différent, mais franchement, si vous voulez une référence visuelle, là on va rien dire, mais juste, j'ai rencontré Élise Boulben, qui est une artiste. Je vous laisserai écouter cet épisode, je pense qu'il va être sorti à ce moment-là. Mais Élise m'avait montré ce tatouage qu'elle a eu à 18 ans. Puis des années plus tard, parce que je ne me rappelle pas de son âge, désolée Élise, mais elle avait documenté les photos de quand elle les a eues, qu'ils étaient cicatrisés, et après 30 kilos. En montrant, regardez, c'est pas forcément la même chose, mais c'est pas horrible. Elle a eu du coup une rose, un peu plus réaliste, et une photo de... C'était un tatouage de figure humaine, mais en minimaliste, enfin pas hyper réaliste. Et les deux tatouages, franchement, ils sont nickel. Tu vois que c'est une rose et un portrait de personne. Ils sont pas affreux, mais c'est juste une personne qui faisait un poids à un moment et fait un poids à un moment plus un. Donc, de dire « Ah, c'est parce que t'as grossi et tout », c'est tellement bullshit. Bah après, je trouve qu'il y a aussi une différence, faut savoir... Je sais qu'il y a aussi des gens qui... Tu sais, venaient vers moi et me disaient « Oui, c'est bien, tu fais de la fine line, comme ça, il pourra rester longtemps clean. » Sauf que ça veut rien dire, déjà de 1, parce qu'il faut que l'exécution soit clean pour qu'il reste clean. Il y a aussi la cicatrisation qui est hyper importante, et j'en ai fait les frais, parce que je suis pas non plus la meilleure des tatouées, hein, je l'assume totalement. J'ai pas tout le temps très bien cicatrisé mes tatouages, et j'ai pas toujours fait les meilleurs trucs, et j'en ai payé les conséquences, parce que des tatouages verts, j'en ai quelques-uns. Mais il y a aussi, faut prendre en compte que si l'exécution est bien, peu importe ce que tu vas infliger à ton corps, que ce soit une prise de poids, une perte de poids ou quoi, si la cicatrisation est ok, en fait, faut aussi se dire que ton corps bouge, tu vieillis, ton tatouage va bouger et vieillir avec toi, c'est normal. Par contre, de dire que ton tatouage est foiré parce que tu as eu, je sais pas, une grossesse, une prise de poids, une perte de poids, peu importe, alors qu'en vrai c'est un problème de technique, là c'est du foutage de gueule. Mais bon, Dieu merci que c'est pas la majorité des tatoueurs ou des tatoueuses, parce qu'en vrai, on se ferait plus tatouer, je pense. Aussi l'emplacement. Parfois, si la personne qui te tatoue choisit un emplacement entre guillemets foireux, là... Bah c'est... Ouais. Bah, après c'est pour ça qu'aussi il faut beaucoup en discuter, tu vois, genre moi je trouve que c'est hyper important, je sais que j'aime bien en rendez-vous, quand la personne elle a l'idée en tête, let's go, tu vois, on met et vas-y on place le stencil, si ça te va, bah parfait on y go. Mais j'aime bien ce truc de... quand les personnes ne sont pas forcément très sûres de l'emplacement, je leur dis, ce n'est pas fini, ok? On peut toujours le recaler ailleurs et tester d'autres endroits. Et des fois, en vrai, d'avoir un deuxième point de vue, que ce soit de la personne qui te tatoue ou même de toi-même, juste le moment, enfin le jour J, et te rendre compte que, ah ouais, bah en fait, il y a d'autres emplacements auxquels ça pourrait aller et puis ça match. Et bah en vrai, des fois, c'est cool parce que tu te rends compte que t'es écouté et tu peux toujours choisir jusqu'à la dernière seconde avant que tu te fasses piquer une nouvelle idée, un nouveau détail, un nouvel emplacement. Ouais, je trouve que c'est trop important d'être à l'écoute et dans le questionnement aussi par rapport à ça. Parce que c'est quand même sur toi à vie. Après, je suis adepte aussi du blast-over, hein, j'aime bien les recouvrements. Mais si on peut éviter de recouvrir, c'est bien. Tu vois, de kiffer pour toujours, c'est bien aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais entendu quelqu'un qui disait ton tatouage sera clean pendant plus longtemps. C'est un peu irréaliste de se dire oh ce truc que je me suis fait à un certain âge ne va jamais changer. Il y a rien sur ton corps qui ne va jamais changer. Tout vieillit, tout est différent selon ton mode de vie. Tu prends un peu plus le soleil, enfin c'est normal quoi. Ouais. Bah, rien que le soleil, tu vois, quand je disais mes tatouages verts, en fait c'est parce que je me suis fait tatouer un peu trop tôt avant l'été et j'ai fait cette fameuse bêtise de aller à la plage pas longtemps après. Beaucoup de gens pensent que c'est une idée reçue de prendre le soleil juste après un tatou. C'est pas du tout une idée reçue. Mon tatouage il a verdi et c'est marrant parce qu'en fait je me suis fait tatouer après par la même personne
à un endroit très proche de là où je m'étais fait tatouer, par les mêmes encres, tout pareil, aucune différence, c'est juste 2 motifs différents, à quelques mois d'écart, et ben celui que je me suis fait en hiver, que j'ai cicatrisé correctement et auquel j'ai pris soin, il est toujours noir. Et celui que j'ai fait juste avant l'été, et ben il est très vert, voilà. Est-ce que je peux le voir? Ouais, Parce que là, je suis c'est très ceux-là. curieuse. Alors en gros, tac, ceux-là, je les ai faits en même temps que celui-là. Et tu vois la différence de couleur ou pas? Ah oui. Bah, alors, il y a un truc ornemental sur ton tibia. Ouais. C'est bien tibia. Ouais. Après, t'as un truc en symétrie au-dessus du genou Oui. où c'est un démon. Un chat. Ah, c'est un C'est chat. un chat siamois, enfin égyptien. Il fait un peu peur. Et un chien. Et Oui. franchement, je trouve que le chat, il est peut-être plus vert. Ouais, il est grave plus vert. Honnêtement, moi, je le trouve pas moche. Enfin, Non, en vrai, ils sont pas dégueux. Ça nécessite de la retouche, bien Ouais. évidemment. Mais bon, c'est pas la meilleure cica que j'ai, quoi. justement, je me suis toujours posé la question de ah, si tu cicatrises pas bien, ça veut dire quoi? Genre, est-ce que tu vas perdre la première. Enfin, je me suis toujours posé la question et là, j'ai. Il y a tellement de trucs différents en termes de cica. Bah déjà, la prise de soleil, parce que j'ai pas mis de crème solaire, hein, c'était surtout ça. Et puis, ils étaient encore un peu frais dans le sens où je savais pas fini de croûter. Donc, Attends, mais c'était combien de semaines? moins de 3 semaines. Moins de 3 semaines. Je pense que je les avais fait pile 3 semaines avant et je suis partie me baigner. Et du coup, j'ai pris le soleil juste après. Et je me suis baignée. Mais moi, je pense qu'à 3 semaines, je me suis déjà baignée. Après, ça dépend de ta peau, tu vois. S'ils avaient bien fini de cicatriser, ça va. Ça se voit. Enfin, il est très très clean. Honnêtement, je pense que je me suis baignée, mais parce qu'il a pas vu le soleil. de Ok. un. Je me suis pas baignée longtemps. Et aussi, je l'avais un peu. Je le regardais et il avait bien cicatrisé, Ok. en fait. Genre, ça sentait qu'il n'y avait pas de croûte ou Ouais. quoi que ce soit. Bah, en fait, ça dépend grave des peaux. Genre, par exemple, je sais que de manière générale, moi, je cicatrise assez vite. La preuve que pas forcément pour tous mes tatous, mais de manière générale, je cicatrise assez vite. Et c'est, je pense, la mauvaise idée que je me suis dit, c'était bon, ça va, généralement, ça dure pas plus de 3 semaines la cica chez moi, donc je peux y aller. Et en fait, bah non, j'aurais dû mettre déjà de la crème solaire dessus, attendre qu'ils aient vraiment fini de croûter, parce qu'il y avait encore quelques croûtes. Et surtout, en fait, ils étaient encore en surbrillance. Ça veut dire que la peau, elle était vraiment toute neuve. Donc, plus sensible en fait aux agressions extérieures et donc bah forcément les ultra enfin la lumière UV du soleil bah, elle a pénétré beaucoup plus vite sur les endroits où je viens de me faire tatouer que sur le reste du corps et vu qu'il n'y avait pas de protection solaire bah l'encre elle a un petit peu parti en caca. Un petit peu partout. C'est ça. Mais ça te fait une histoire de tatouage assez C'est ça. rigolote à raconter. Après, je sais, hein, la majorité des gens, quand ils me demandent des questions Sika, surtout à la période d'été, il y a toujours ce truc de oui, et du coup, comment je fais pour le cicatriser? Donc, je préviens toujours des risques, mais bon, on se doute hein, qu'il y en a qui vont pas trop, ouais, qui vont un peu passer entre les mailles du filet. Bon, après, comme on disait tout à l'heure, c'est aussi une question de vécu. Moi, je sais que j'ai très très peur un jour de me blesser, parce qu'il faut savoir que je suis une Pierre Richard, d'accord? Je tombe tout le temps, et j'ai très peur un jour de me blesser et de m'arracher un morceau de tatou. Tu vois, je me dis, c'est de l'argent perdu. Tu sais que c'est mon inquiétude aussi. Oui, Le nombre de fois où je me fais mal, je me dis ah non, c'est sur mon tatouage. de ouf. Mais on va se dire que c'est une cicatrice de Warrior. Alors que C'est c'est ça. juste toi qui te prends une table parce que t'es nul. C'est horrible. C'est tellement ça. Et en plus, tu sais, si ça fait un trou dans ton tatou, t'es un peu en mode oh non, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une retouche? Est-ce que je le laisse comme ça? Parce que bah, c'est du vécu, ça stylise le truc. Bah, en plus, j'ai un gros bobo. Bon, encore une fois, tu vois, juste ici. Ah oui. Et en fait, c'est un morceau de métal qui m'était rentré dans la jambe. Mais qu'est-ce que c'est quoi ta vie? Ouais, non, mais c'est vraiment des trucs de merde. En fait, j'étais au travail, j'ai couru. Comme quoi, faut pas travailler trop vite. Hein, prenez votre temps. J'ai couru, je me suis mangé un petit crochet en métal qui débordait d'un mur. Il s'est planté dans ma peau. Et t'as vu, il est genre vraiment à 2 cm de mon tatou, juste en dessous. Et j'ai eu tellement peur que ça m'arrache mon tatouage que j'étais plus en panique de est-ce que mon tatouage a été touché que moi, alors que je pissais le sang. Ça m'a fait un énorme trou, ça a mis genre 2 mois à se cicatriser et tout, c'était horrible. Mais moi j'ai trop peur un jour que, je sais pas, je tombe dans les escaliers ou je sais pas, je fais du roller, je me pète la gueule et boum, ça m'arrache genre le tibia et je suis en mode non 3 tatouages troués, non. C'est horrible. C'est vraiment une inquiétude, je pensais être la seule. Ah non, non, vraiment. Parce que j'ai déjà dit à quelqu'un et la personne m'a regardé en mode mais non, j'ai jamais eu cette. Ouais, en fait, je pense que c'est quand tu commences à en avoir beaucoup, quand tu commences à avoir des zones un peu remplies, tu vois, parce que moi je vois que là t'as beaucoup de trucs quand même sur les bras. Les bras, c'est un peu le dernier step que je veux passer. Je les remplis très petit à petit. Déjà de un, parce que je sais que je me brûle, je me fais mal, je me coupe tout le temps au niveau des mains et des bras.
Du coup, j'ai trop peur, tu sais, d'avoir une super belle pièce dont je suis hyper fière. Et d'un coup, là, il y a un énorme trou au milieu du tatou. Genre, bah, qu'est-ce que t'as fait? Bah, je me suis brûlée avec le fer à repasser. Truc trop nul, tu Ouais. vois, genre. On ne te le souhaite pas. Non, mais je le souhaite à personne, vraiment. Mais je le souhaite à personne non plus. Mais tu m'as dit que tu étais game master dans un escape game. Ouais. Est-ce que ça a détruit les escape games pour toi? Maintenant que tu Détruit? vois qu'il n'y a pas la Ah magie non. et tout. Non, trop pas. En fait, il faut savoir que déjà, ce taf, je l'ai trouvé de manière hyper aléatoire. Je sortais de mes études, j'étais au chômage. Je reçois un mail en mode un taf de game master à 15 minutes de chez vous, c'est libéré. Je suis en mode what? Il y a un escape dans le 95, là où j'habitais, dans le trou perdu de l'Île-de-France, là. En fait, ouais, et j'ai découvert un escape qui était du coup dans le 95 vers chez moi, enfin vers chez mes parents à l'époque. Je suis un peu partie curieuse, parce que moi je suis une joueuse à la base, et j'étais en mode bon, bah vas-y, on va tester, ça va être marrant et tout. Et en fait, c'est un taf qui est très très cool dans le sens où tu déconnes énormément, à savoir que quand bah, tu viens travailler là-bas, tu joues les salles avant de pouvoir faire jouer les salles. Donc ça a été aussi un moyen de faire des salles gratos. Tu t'amuses beaucoup au départ, et puis en fait c'est une ambiance qui est hyper loisir. En fait on est là pour s'amuser, et puis l'escape où je suis actuellement c'est sur Paris, et ils sont grave dans une bienveillance totale. Du coup je suis hyper contente d'avoir trouvé une équipe dans laquelle je peux vraiment déconner, j'ai pas du tout l'impression de bosser. Et au contraire, maintenant que genre, je suis dans le monde de l'escape, tu sais, on s'échange des tips. Ouais, j'ai fait cet escape, il est trop bien. Ah, ces collègues-là, ils ont une nouvelle salle, elle est archi cool et tout. Et en fait, il y a grave ce truc de un peu de puriste où quand on va faire un escape, je suis en mode ouais, moi aussi je suis game master dans cet escape là-bas et tout, c'est trop bien. En vrai, non, ça détruit pas la magie, mais c'est vrai qu'après ça peut devenir lassant si les conditions de travail elles sont pas ouf. Ça se passe hyper bien et justement, c'est là où je me rends compte que je peux travailler très longtemps dans la même boîte, et c'est d'ailleurs la première fois que ça m'arrive, sans me rendre compte que bah, le temps passe, tu vois. Alors que justement, Game Master, on a tendance à croire que ça peut être chiant parce que tu fais toute la journée potentiellement les mêmes salles, tu vois tout le temps le même profil, les mêmes gens, la même chose tout le temps, c'est hyper répétitif. Mais en vrai, on s'amuse de ouf. On trouve toujours des trucs pour s'amuser, donc c'est cool. Des fois, on se fait des compétitions de merde, genre celui qui range sa salle le plus vite. Tu vois, on est à ce stade-là on développe le loisir. Le truc que tes parents faisaient pour que tout le monde range sa chambre rapidement, tu vois. Étrangement, je suis payée à ranger, mais quand je vivais chez mes parents, ma chambre était aussi dégueulasse que d'habitude, tu vois. Mais moi aussi, je suis un peu un porc niveau rangement. Je pense que c'est un peu un bordel. Les endroits des trucs sont toujours un peu bordéliques, quoi. Ça n'a aucun sens. Mais quand les gens viennent, ils sont en mode, pourquoi il y a ça? Ouais, C'est un peu difficile. ouais. Bah moi, j'ai appris vraiment à ranger que depuis que j'ai mon appartement, genre. Tu vois, avant, quand j'étais chez mes parents, je rangeais les lieux collectifs, donc c'est-à-dire la cuisine, salle de bain, salon et tout, mais ma chambre, un foutoir. Et quand j'ai eu mon appart, il y a eu ce truc de bon, ok, maintenant c'est mon bordel, et tu sais, genre, enfin, faut que je vive quand même dans un environnement sain. Et là, j'ai commencé à vraiment prendre du plaisir à ranger, mais j'ai toujours ce fameux meuble, un meuble, qui est genre la chaise, tu vois, où tu poses tes affaires. Mais voilà, c'est ce meuble-là, il existe toujours, mais dans un petit coin, donc ça va. Après, tu vas chez des gens et ils ont un petit meuble où c'est une petite échelle, ils mettent genre 3 pulls. Moi, si c'était mon échelle, il y aurait. Mais il y aurait plus d'échelle. Il y aurait pas d'échelle en fait. C'est ça. Quel est cet amas de. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette chose? Est-ce que c'est vivant? Tu vois, on ne sait plus. Tu avais dit que tu travaillais dans un espace emménagé chez tes parents. Ouais. Aujourd'hui, tu travailles où? Toujours toi. chez moi. Un espace Mon moins Dieu. aménagé. Ouais. Bah en vrai, ouais, plus ou moins, en fait, on s'est vraiment fait un mini-stud dans notre stud. On a la chance d'avoir un 2 pièces. Donc comme ça, au moins, c'est cool. On a vraiment l'environnement où les gens ne voient pas. C'est le côté privé. Et un environnement où c'est genre bah, la zone un peu tatou, etc. Et on essaye de faire en sorte qu'il y ait aussi cet environnement cosy, tu vois, de ce que je te disais tout à l'heure, que les gens se sentent à l'aise et tout. Moi, j'avoue que, tu sais, les shops un peu parisiens où t'arrives et t'as genre des chaises ou un canapé file d'attente où les gens ils attendent comme ça, ils sont assis et puis tu vois juste le monde défiler. J'aime pas du tout. Et tu sais, ce truc aussi, t'arrives et c'est très usine un peu. Alors que dans l'optique, enfin dans l'idée, j'aimerais bien plus tard ouvrir un shop dans lequel il y a vraiment ce truc de t'arrives et c'est cosy, tu vois. Genre, t'es un peu comme chez toi, tu peux prendre un café, un thé, c'est ok, tu vois. Genre, t'es posé. J'aime pas du tout cet environnement d'usine qu'on a l'habitude de voir dans les shops parisiens, tu vois. J'aime bien l'effet que quand t'arrives, c'est plus comme un petit salon tranquille. Alors ça peut être aussi bizarre pour certains, de se dire oh mon dieu, pourquoi j'arrive dans un salon, c'est trop bizarre. Mais en même temps, à la fois, je trouve que c'est... Moi, ça me permet d'être à l'aise. Et en même temps, je trouve que c'est plus à l'aise, tu vois, quand les gens, ils arrivent, installe-toi, est-ce que tu veux prendre un café, est-ce que tu veux fumer une clope avant, tu sais, le truc de
déstresse-toi du temps de trajet que tu viens d'avoir, possiblement de transport de merde, tu vois. Et comme ça, tu vois, on se pose, on peut parler aussi un petit peu, et je trouve que ça décoince un petit peu aussi le dialogue avant de démarrer la session. Moi, j'aime pas trop le truc de t'arrives, t'es dans un local. C'est horrible, mais j'ai le cliché du local tout blanc, un peu médical, où t'arrives, t'as le tatoueur, il a déjà ses gants sur ses mains, la machine en main, il est en mode ok, installe-toi. Et puis, c'est un peu comme chez le boucher, quoi. Tu vas te faire charcuter et puis c'est fini. J'aime pas du tout ce truc-là, j'aime bien quand voilà, on prend notre temps, on discute. C'est pour ça que je te disais, moi, il n'y a pas de limite de temps. Un rendez-vous peut durer 2 semaines. Mais en même temps, si ton rendez-vous il dure 6 heures, tu peux pas être comme un boucher, quoi. Clairement, clairement. Comme je disais, il n'y a pas beaucoup d'infos sur ta vie personnelle. Ce qui est un peu normal aussi. Ouais. Mais du coup, j'essaie d'avoir toujours des questions pour un peu divaguer. Ouais. Malheureusement, j'ai utilisé toutes mes questions filler et je n'en ai pas refait. Et là, il m'en reste une seule, c'est... Est-ce que tu as une vidéo qui te remonte toujours le moral? Une vidéo qui me remonte toujours le moral. Faut savoir que je suis quelqu'un qui pleure très facilement. Je suis hyper sensible. Alors, généralement, c'est trop kitsch, en plus, c'est hyper cliché. Mais les vidéos qui me remontent le plus le moral, et c'est sur Insta, et c'est ce qui fait que très souvent je scrolle pendant des heures, c'est les vidéos d'animaux. C'est trop nul. Les vidéos d'animaux, vraiment, je peux passer des heures et des heures à regarder ça. Mais ça peut me faire aussi beaucoup de mal. Si je tombe sur des vidéos d'animaux, genre, tu sais, qui sont malades, ou qui vont pas bien, ou qui décèdent, mais c'est horrible. Qu'est-ce que t'as sur ton feed? Mais ils m'ont jamais proposé des animaux qui pleurent ou qui sont malades ou qui... Si, tu sais, des fois, c'est genre des refuges qui mettent des vidéos d'un animal qu'ils ont récupéré et ils sont en mode oui, on a ouvert une cagnotte pour lui payer des soins et tout. Et je tombe sur plein de vidéos comme ça, ou tu sais, des vidéos mais qui sont censées te vendre un truc en mode mon chien est décédé il y a 3 jours, du coup, j'ai un petit cadre photo numérique dans lequel je peux mettre une vidéo de lui en boucle et comme ça je l'oublie jamais et tout. C'est horrible. Mais c'est horrible, effectivement. Oui, mais ça me remonte la morale de voir des petits chiens et des petits chats en fait. C'est trop nul. Non, ouais, généralement, c'est plutôt les vidéos d'animaux. Et sinon, j'ai une relique que je ressors à chaque mental breakdown, mais c'est plus un film en fait qu'une vidéo. C'est Shrek. 1, 2, 3. Le 2. Bien sûr, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Ouais, ma grosse bible, c'est vraiment Shrek. Si un jour, on se revoit dans un autre contexte et tu me vois regarder Shrek, c'est que ça va pas trop. C'est qu'il faut entamer la conversation, il faut faire quelque chose. Faut s'approcher. Emma, ça va? Est-ce que ça va? Faire une petite caresse comme ça sur la tête en mode qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on discute? Et souvent, je vais me mettre en boule et puis je vais un peu parler, tu vois. Mais Shrek, c'est très drôle. J'aime beaucoup Shrek, effectivement aussi. Enfin, effectivement, non, j'aime beaucoup Shrek de manière générale. C'est bizarre, mais je sais pas pourquoi Shrek crée autant d'émotions. Bah, moi, c'est marrant parce que la story derrière Shrek, c'est le truc de... J'étais gamine, j'étais à Carrefour avec ma mère. C'est très précis. Hein. J'étais à Carrefour avec ma mère et il y avait un stand, tu sais, qui vendait les DVD. Et je sais pas pourquoi je passais devant, je dis à ma mère, je veux ça. Alors, faut savoir que jamais ma mère cédait à un caprice. Cette fois-ci, elle a cédé. Et je pense qu'elle a mal fait, parce qu'aujourd'hui, je les ai tellement saoulés avec Shrek. Elle m'a acheté du coup le DVD 2, alors que j'avais jamais vu le 1. Ok. Mais est-ce que tu l'as revu aujourd'hui? Le 1? Oui, maintenant je les connais tous par cœur. Mais du coup, elle m'avait acheté le 2, alors que je connaissais même pas le 1. Et en fait, le dessin animé, je l'ai regardé, et j'ai adoré. J'ai kiffé le truc, et je l'ai bouffé et bouffé. Et faut savoir que je connais les dialogues par cœur. C'est terrible. Je connais les dialogues par cœur, je connais toutes les scènes précises. Genre, je sais que je suis terrifiante sur ce film, mais je l'adore, je le kiffe de ouf. Et bref, elle m'avait acheté le 2, et en grandissant, bah, j'ai grandi avec Shrek. Après, plus tard, j'ai compris les refs. J'étais en mode, oh, mais en fait, c'est une critique de ce film, et c'est incroyable. La satire qu'il y a derrière, mais j'adore. Tu vois, comme je te disais, encore une fois, j'adore les symboles. Shrek, c'est l'amas de tous les symboles de mon enfance sur lesquels on a marché dessus et essuyé des bottes pleines de boue, tu vois. Et pour moi, c'est incroyable, c'est tellement drôle. C'est vraiment l'humour que je kiffe le plus. C'est vrai que quand tu regardes Shrek adulte, t'as beaucoup de scènes où t'es en mode... Ouais. T'es en mode... Ah ouais, heureusement qu'on était enfant quand on l'a regardé, parce que ça, c'est pas ouf, quoi. Il y a une scène dont je me rappelle très bien, et qui m'a mis mal à l'aise quand j'étais enfant, et même aujourd'hui, ça met un peu mal à l'aise. Du coup, il y a Shrek et sa meuf qui vont voir la belle famille de Fiona, qui est sa meuf, et c'est de la royauté. Ouais. Et ils lui servent une espèce d'assiette, et il boit la soupe, très bon. Ouais. Tout le monde lui fait, mais non, c'est des rince-doigts. Oui. Et à chaque fois, je suis en mode, mais ça peut tellement pas arriver, ça. C'est tellement gênant et tout. Je sais pas si t'as déjà vu la petite anecdote de Adèle Exarchopoulos. Bien évidemment, direct, mais j'étais en mode... Mais en plus, il faut savoir que moi, je t'ai dit, je suis une Pierre Richard, mais je suis aussi un boulet parce que j'adore mettre les pieds dans le plat, ok? C'est pas encore arrivé depuis que je suis arrivée ici. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui
est très maladroite. Et surtout avec des sujets un peu sensibles. J'adore l'humour un peu satirique, un peu pas noir, parce qu'en vrai, c'est pas forcément très drôle, mais j'aime bien me moquer un peu des trucs qui sont piquants. Et ça m'est déjà arrivé avec des personnes proches autour de moi de leur dire des trucs un peu salés, un peu piquants, et en fait, ils sont en mode oui, mais c'est vrai. Et là, je suis en mode oh merde. Plein de fois, ça m'est arrivé de mettre les pieds dans le plat, mais des situations monstrueuses qui, je pense, il ne faut même pas que j'explique. Parce que déjà, de 1, c'est la honte pour moi, et puis ça se fait pas du tout, du coup. Tu sais, c'est un peu ce truc où des fois, je me dis Emma, tu parles trop. Ferme-la. Ça vaut mieux pour tout le monde. Mais du coup, j'aime bien aussi ce truc-là de un peu avoir le... de marcher sur un fil et tout. Mais ça m'a valu des belles anecdotes. Et du coup, t'aimes bien Adèle Exarchopoulos J'aime bien. Après, c'est plus ma copine qui kiffe Adèle Exarchopoulos. Du coup, je me suis bouffé beaucoup de films de cette meuf-là. Qui a commencé avec la vie d'Adèle? Non, avec Les Enfants de Timpleback. Qu'est-ce que c'est que ce film? Oh waouh, c'est un banger. Non, c'est pas du tout un banger, c'est un film nul à chier. Mais j'avoue que c'est un film un peu rigolo. En gros, c'est un film dans un univers un peu steampunk. C'est un film français. Et c'est un village qui, d'un coup d'un seul, tous les adultes décident de quitter le village parce que les enfants font trop de bêtises. Et ils décident d'abandonner les enfants, mais au début, c'est une joke. Ça doit genre durer que un jour. Sauf qu'en fait, les parents se font kidnapper par des espèces de soldats. Et donc, les enfants restent tout seuls dans la ville pendant plusieurs jours. Et en fait, ça part en monarchie absolue d'enfants. C'est très marrant et du coup Adèle Exarchopoulos est genre une des actrices principales du film. C'est hilarant de la voir dans ce rôle-là et après de la revoir dans d'autres films comme la vie d'Adèle qui déjà ont rien à voir parce qu'il y a presque 10 ans d'écart entre les deux. Ouais. Mais après elle a fait quand même de très très bons films. Je crois que le dernier film que j'ai vu en date avec elle, oh waouh, il y en a beaucoup. C'est Le règne animal. C'est vrai qu'elle est là-dedans. Oui. Je l'oublie presque un petit peu. Bah, elle a pas un très très grand rôle en vrai. Par contre, je n'oublierai jamais vos visages et Les Cinq Diables. C'est des films qui sont pépites et qui sont vraiment à voir, ils sont très très beaux. C'est cool parce qu'en vrai, là, tu vois, je viens de citer 3 films et c'est 3 films qui sont pas trop dans le même délire et elle a des rôles qui sont très très différents les uns des autres. Et pourtant, je trouve que ça lui va super bien. Bah, moi, je trouve que c'est une actrice qui est très douée. Ouais. Qui est un peu critiquée pour sa façon de parler, mais moi, je trouve sa voix extrêmement agréable. Bah, justement, alors, à l'inverse, genre, autant j'aime beaucoup l'actrice, j'aime beaucoup les rôles qu'elle fait et son grain de voix et sa manière de parler me dérange pas du tout. Par contre, dans le film Élémentaire, j'ai pas trouvé que son doublage, il allait parfaitement avec le perso. Mais en fait, ta meuf, Adèle Exarchopoulos, elle a une bougie, t'as tout vu? Ah mais non, non mais je t'ai dit, ma copine elle est fan d'elle, du coup vraiment Ah ouais. tout. À chaque fois que cette actrice elle fait un film ou qu'elle fait quelque chose, d'ailleurs je sais qu'elle fait aussi le doublage de vice versa. Tu vois, Putain, mais elle fait quelle émotion? elle fait, je crois, la flemme ouais. Ou l'ennui, un Ou truc comme ça. l'ennui, ouais. Du coup, oui, je sais beaucoup de choses sur cette actrice. C'est très très drôle. Ouais. Mais attends, ok, on parlait d'Adèle Exarchopoulos. Je refais mon cheminement d'idées. Tu trouves que les doublages, du coup, t'es pas très fan? Bah pas dans Élémentaire. Après dans Vice Versa 2, vu qu'il est pas encore sorti, je sais pas, on verra. J'irai le voir de toute façon. Moi, j'aime pas du tout. C'est un peu un truc que j'aime pas, c'est quand ils prennent des gens connus pour faire du doublage. Je suis en mode, c'est vraiment pas le même métier et parfois ça marche pas. Ouais. Il y a des gens qui sont payés pour faire du doublage Je suis d'accord. et c'est fait pour. Et le fait de rajouter juste des voix de personnes, je trouve que parfois ça enlève un peu entre guillemets la magie. Par contre, tu vois par exemple, revenons au hasard. Je choisis au pif un exemple, Shrek. Ouais. La voix anglaise, et c'est un acteur C'est anglais qui fait un accent irlandais. Ouais. C'est un peu problématique, mais grave. mais je trouve que la voix va super bien. D'ailleurs, le fun fact, c'est qu'au début, c'était pas censé être la voix de Shrek. Ok. Ils l'ont changé vraiment à la fin parce qu'il a envoyé juste un déconnant en refaisant la voix de son père. Et après, ils se sont rendu compte que ça marchait beaucoup mieux avec Shrek. Ah, Enfin bref. marrant. Mais après, tu vois, il y a d'autres films où t'es en mode ouais, ça va pas très bien quoi. Ouais, je suis d'accord. En plus, c'est chiant parce que moi, perso, je suis pas du tout fan de la VO. Enfin, je suis quelqu'un, oui, j'ai envie que nos doubleurs français gardent leur métier. J'aime bien que les films soient doublés en français. Mais bon, après, plus le temps passe et plus on est un peu forcé à bouffer de la VO. Je trouve que, comme t'as dit, c'est trop important le doublage. En fait, ça me fait penser à un autre truc, c'est les IA. Ok, je sens qu'on a soulevé un sujet intéressant là. Mon hantise. Bah ouais, mais tu vois, pareil, genre, moi je trouve ça terrifiant. Je sais que les premières IA, quand elles sont sorties un peu sur internet et tout, le fameux exemple de Angèle qui avait repris la musique de je sais plus quel rappeur, et que tout le monde était en mode ouais, c'est incroyable et tout.
moi, en vrai, de vrai, premier réflexe, ça m'a terrifiée. Parce que je me suis dit, attends, je donne du merch, de la force, je vais voir des concerts d'artistes parce que je kiffe leur taf et qu'ils me font vibrer, ils me font kiffer. À savoir que je suis pas du tout dans la musique, donc vraiment, je suis juste une fangirl, hein, d'accord. Je leur donne de l'argent et du soutien parce qu'ils ont quelque chose d'exceptionnel. Et là, vous êtes en train de me dire qu'un robot va voler le travail de ces gens-là. Et pour le doublage, c'est un peu pareil. Genre, je trouve ça trop dommage qu'il y ait ce truc de, ok, on a le risque que nos doubleurs perdent leur job parce qu'en fait, maintenant, on va pouvoir mettre un filtre sur les visages et sur les sons et sur les voix et perdre en fait tous ces métiers-là qui sont hyper importants et comme tu disais, qui n'ont rien à voir forcément avec de l'acting, comme tu peux pas mettre n'importe quel acteur sur du doublage et comme un doubleur ne peut pas forcément être un acteur. Et je trouvais ça mais terrifiant. Et l'IA, moi, ça me terrifie. Mais moi, je trouve le problème avec l'IA, ça c'est mon coup de gueule. Le problème avec l'IA, c'est que tu peux utiliser de l'IA, mais fais-moi un truc utile. Quelque chose qui lave chez moi, quelque chose qui fait en sorte que les routes se font toutes seules et tout est propre, Ouais. que, je sais pas, il y a des choses, il y a bien des métiers que les gens n'ont pas envie de faire. Pourquoi tu remplaces des trucs créatifs, des trucs, enfin, il y avait toute une controverse sur l'affiche de Roland Garros, qui a été faite par une IA. Alors là, je suis en mode, en vrai, là, c'est vraiment juste des... Tu vois très bien, je vois très bien les mecs autour d'un meeting. Et les gars, vous savez sur quoi on peut économiser de l'argent? Sur ce truc qui coûte super cher. Tu vois, la petite personne là, qui dessine un petit truc, je trouve qu'elle nous coûte trop cher. Alors que à côté, c'est vraiment genre de l'opulence du machin. Enfin, honnêtement, il y a tellement d'aspects de la vie de tous les jours que tu peux améliorer. Et tu vas sur des trucs de merde. Ouais. Ouais, totalement. Mais parce qu'en vrai, de vrai, l'IA, elle nous dépasse. Et même juste la robotique de manière générale. Pardon, je viens de perdre totalement mon fil parce que j'ai vu ta superbe lampe juste là. C'est ma lampe Ikea de Oui. Basic Bitch. Je l'ai retrouvée, je l'ai achetée. Incroyable. Ouais, je l'ai vue, je me suis dit, what? Mais c'est celle que j'avais vue chez Ikea. En fait, on voulait exactement la même dans notre appart et on en a acheté une vintage, rien à voir, dans une brocante. Mais très très cool, elle ressemble beaucoup. Et bref. Mais oui, je trouve que les IA, les robots et tout, ils sont en train de nous dépasser. Et je pense que l'humain, il a tellement encore soif d'aller trop loin qu'il se rend pas compte que, en fait, on est en train de se faire littéralement submerger par tout, par la démence, par la démesure humaine, tu vois. Moi, je pensais plus remplacer des êtres humains sur des tâches comme... Moi, je sais que, par exemple, au Japon, dans les zones où il y a eu des- la centrale nucléaire qui a explosé, c'était des robots qui allaient, qui repéraient les chemins, qui récoltaient les datas parce qu'un être humain qui y va, il va être exposé à des rayons Bien sûr. toxiques. Ou alors réparer, par exemple, je sais qu'il y a des fils électriques qui passent sous l'eau. Il y a les humains, c'est un métier qui est hyper dangereux. Tu peux remplacer des gens là-bas. En plus, honnêtement, étant quelqu'un qui travaille dans de la robotique, je sais même pas si on est dépassé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un robot, ça va le faire et c'est rapide et c'est facile. Mais c'est pas facile en fait. Il faut qu'il y ait quand même un être humain derrière qui. Bah ouais. Tu mets un robot, tu programmes un robot, tu le poses, il fait un travail. Bah, il faut quand même qu'un ingénieur continue à faire des tests, qu'il y ait un moment qu'il y aille et qu'il vérifie que est-ce que les données sont bonnes. Genre, il suffit juste que tu mettes un composant qui est foireux, qui explose, et là ton truc il fait plus rien. Genre, il te balance 40 machins par la fenêtre et toi tu perds de l'argent. Clairement. Je pense que tout le monde essaie de faire des trucs trop vite, trop rapidement, mais les choses ça prend du temps quoi. Faut prendre le temps de faire les choses bien, putain. Mais ouais, je sais pas ce que ça va donner toute cette histoire. On est allé dans un truc hyper Dans un débat grave, hyper loin, pas du tout tatou. Ça commence par le tatou et là. Bah, en vrai, pour faire le lien avec le tatou, l'IA qui peut être terrifiante par rapport au monde du tatou et de l'art et de l'artisanat de manière générale, c'est que il y a déjà des conceptions de robots tatoueurs, hein, soi-disant. Je sais pas si vous avez déjà vu, enfin si t'as déjà vu le résultat de ce que ça donne, ces fameuses machines qui tatouent toutes seules. C'est genre un espèce de gros bras mécanique avec une aiguille au bout et genre ça tatoue quelqu'un. C'est dégueulasse, hein. Ça n'a pas du tout la notion de la pression sur la peau, etc. Enfin, ça déchire littéralement la peau, donc c'est juste horrible. Après, c'était une idée, c'était une conception, c'était pas un truc abouti. Mais un truc qui peut être terrifiant par rapport à l'IA, c'est la proposition de dessins ou de flash ou de trucs. En fait, après, est-ce que je peux critiquer? J'ai travaillé dans le graphisme, mais moi-même, je sais que sur Photoshop, l'IA, ça existe depuis plusieurs années déjà. Et en vrai, ça peut être un outil pour t'aider. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus en abuser. L'idée créative, il faut qu'elle reste un minimum personnelle et humaine. Il ne faut pas non plus que juste ce soit un relevé d'images d'internet par des mots-clés qui te donnent une image, tu vois. Je trouve ça triste en fait. Ouais. Je trouve que ça fait vraiment aléatoire.
Mais il y a déjà, j'avais vu par contre un robot où tu mets ta main et ça te fait du nail art, tu choisis des images et tout. Et ça aussi, j'étais en mode, en vrai, derrière mon écran, je suis en mode, vous préférez payer n'importe quoi sauf payer des gens correctement à faire Ouais, un métier pour lequel ils sont formés et qui savent clairement. faire quoi. En plus, je trouve ça tellement gratifiant d'aller chez des artistes ou des artisans qui kiffent ce qu'ils font. Et juste, bah, encore une fois, tu vois, le partage, le côté humain, ça se perd trop. J'ai l'impression que ça se perd. Je trouve ça trop triste. Venant de Trop quelqu'un, sensible. venant de quelqu'un qui passe des heures à tatouer et tout, bien sûr que tu aimes bien le contact humain. Ouais, bah, oui, oui, ouais, mais à l'inverse, tu vois, comme je disais, tu vois, tu peux tomber sur des artistes ou des personnes qui vont, ou des tatoués, qui vont pas avoir envie d'avoir du contact. Tu sais, c'est un peu ce cliché des gens qui. Après, là, c'est un exemple à l'opposé du tatouage, bien évidemment, que je vais sortir. Mais les gens qui aiment pas parler dans les Uber et ceux qui, à l'inverse, se disent: Ah, il est trop cool mon Uber avec qui j'ai parlé. Tu vois, il y a un peu ces deux teams. En fait, à la fois, je comprends un peu les deux. Parce que je me dis, bah, si tu te sens pas à l'aise, t'as juste pas envie, c'est ok. Et à l'inverse, bah, si t'as envie de déconner, t'as envie de parler, mais c'est aussi ok. Mais il faut que ce soit dans les deux sens à chaque fois. Mais je trouve que quand même dans le tatou, il y a cette... Parce qu'un Uber, enfin, l'histoire du Uber se finit à la course. Enfin, c'est rare que tu échanges vraiment un contact fou avec ton Uber au point de te dire: Hey gars, on se revoit, je te rappelle, on se refait des courses, trop bizarre, tu vois. Mais même si en vrai, ça pourrait être une histoire incroyable. Mais Je vous invite, si quelqu'un a une histoire avec un Uber, envoyez-moi un message, moi je veux vous rencontrer. c'est trop marrant. Mais à la fois, dans le tatou, il y a quand même ce truc de tu laisses une marque à vie sur la personne. En tout cas, le temps de durée de la vie de la personne. Des fois, je trouve que dire à vie, tu sais, il y a un truc de. C'est. Enfin, je sais pas, c'est pas. Infini. Ouais, il y a un peu ce truc-là, cette dimension. Tout est fini. Emma, on arrive un peu à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé? En vrai, non, je sais pas. T'as parlé de Non. Shrek et de l'IA. C'est vrai, on a parlé Shrek, il y a Uber, ça n'a aucun sens. J'adore la pizza. Je sais pas, c'est aléatoire. Pourquoi pas? C'est quoi ta pizza préférée? Oh là là, non mais je suis vraiment une meuf basique, hein. Oh, c'est horrible. Je pense que quand je vais réécouter ça, je vais faire une rétrospective sur moi-même, je vais me dire: Mais putain, mais je suis vraiment plate. Je suis- Mais non, tu n'es pas Euh, plate. Moi, c'est la végé et la pepperoni. La VG, c'est-à-dire genre tous les légumes. Que les légumes, ouais. J'adore. J'adore ton style. Soit VG, Soit soit que de la viande. Ah ouais, ouais, ah non, mais ça, c'est totalement moi, c'est qui tout double. Mais tu vois, encore une fois, quand je disais les deux teams, je suis très qui tout double, très noir ou blanc. Ouais. Est-ce que tu as un message à faire passer aux auditorices? Bah, continuez de soutenir les artistes, c'est hyper important, en vrai de vrai. Et puis, si vous êtes des âmes sensibles, bah franchement, continuez d'aller vous faire tatouer et de vous faire charcuter par des artistes qui se donnent corps et âme pour vous proposer des trucs toujours plus fous. Restez toujours respectueux des gens, c'est hyper important. Et profitez du moment. Profitez de tout, en fait. Profitez de la vie. Genre vraiment, je pense que après avoir dit des trucs hyper deep, faut finir sur un truc un peu positif faut profiter de la vie. Profiter de tout. Même d'une petite séance tatou, silencieuse, s'il faut. Mais juste de se faire kiffer, ouais. Et de s'aimer. De donner de l'amour et de s'aimer. C'est important. Si tu veux finir sur un truc vraiment très positif, tu peux te dire c'est quoi ton petit plaisir de... Un plaisir simple de la vie que t'aimes beaucoup? Moi, j'adore. En plus, là, c'est le printemps. Faut savoir que c'est ma saison préférée. Et j'aime beaucoup les fleurs. J'adore le matin, quand tu ouvres ta fenêtre pour aérer, tu as la première brise d'air frais qui rentre dans tes poumons. C'est très simple, c'est très nul, parce que... Et en vrai, on prend pas assez le temps, je pense, de le faire aussi. Mais tu vois, prenez juste le temps le matin quand vous vous réveillez, d'ouvrir la fenêtre et de faire une grande inspiration. J'allais renifler le micro, c'est pas ouf. Mais oui, de prendre une grande inspiration. Et en vrai, juste une fraction de seconde, on oublie tout. Et juste, on se fait plaisir. Toi, t'habites pas à Paris-Centre, non? Non, j'habite en banlieue, mais j'habite dans le 9-3, donc Donc là, c'est pas non plus mieux, ouais. Sentez la pollution de Paris. dans tes poumons. Bah écoute, pourquoi pas? Bah franchement, moi, je ne suis pas très fan. De la respiration. Non, le matin, le froid, le vent de Mm. froid, le premier vent de froid, moi, c'est pas mon kiff. J'ai besoin d'un peu de Oh temps. non. Mais j'aime bien après, là, ces derniers temps, je prends le vélo ou je marche pour aller à la gare ou je vais prendre un transport en commun pour aller au travail. Et je trouve que c'est beaucoup plus sympa Ok. de se prendre ce temps le matin. Mais il faut que ça soit tôt parce que sinon après il y a tous les embouteillages et là c'est trop stressant. Parisienne. Et ben écoute, Emma, c'est la fin. Merci à toi d'être venue Mais participer à ce merci à podcast. On a réussi. On a vraiment parlé de tout et n'importe quoi. Ça arrive. Mais honnêtement, c'est pas aussi chaotique que ça peut l'être.
Je pense qu'on est sur un bon milieu. Ok. Moi, j'aime bien avoir la variation. Ok, trop cool. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode avec Emma. Le cœur en feu. Putain, mais carrément, j'ai oublié. On est juste venus discuter. Oui, c'est ça. En fait, on va prendre l'apéro après. C'est ça. Oui, le cœur en feu. Ouais. Allez vous abonner à Emma, suivre son travail. Quand cet épisode sortira, elle aura fait tout bien son compte Instagram. Ouais. Tout sera différent. Donc, allez voir ça. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Encre les lignes podcast. Abonnez-vous à Emma. Le cœur en feu. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à la plateforme où vous l'écoutez. Mettez des étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Allez voir le compte Instagram pour avoir les petites images qui vont illustrer un peu ce dont on a parlé. Ou peut-être que vous les avez déjà vues au début. Je ne sais pas dans quel sens les gens font. Enfin, bref. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Encre les lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird.